Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Il y a quelques jours, le 8 janvier, des images faisaient le tour du monde. On y voit des partisans du président brésilien sortant, Jair Bolsonaro, attaquer et détruire les lieux de pouvoir du Brésil. Des attaques particulièrement violentes contre les symboles de la démocratie. Des images qui nous en rappellent d'autres, celles de l'assaut du Capitole à Washington par des partisans de Donald Trump il y a 2 ans. Quels sont les points communs entre ces deux attaques? En quoi les discours populistes d'extrême droite de Trump et Bolsonaro ont-ils influencé ces attaques? Ces mouvements d'extrême droite sont-ils en train de se structurer au niveau mondial? Et l'Europe n'est pas épargnée. Preuve en est l'arrestation début décembre de militants d'extrême droite allemands qui préparaient un coup d'État. On va décrypter la situation dans notre émission aujourd'hui avec Benjamin Biard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, chercheur au CRISP, le Centre de recherche et d'information sociopolitique. Et en direct depuis Paris, nous accueillons Ugo Paletta. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, maître de conférences à l'Université de Lille et auteur notamment de la Nouvelle internationale fasciste, publiée aux éditions Textuelles. Alors, Ugo Paletta, depuis la défaite électorale de Bolsonaro fin octobre, ses partisans, ils avaient déjà manifesté devant des casernes militaires, ils avaient appelé l'armée pour empêcher l'arrivée de Lula au pouvoir, ils avaient bloqué des routes aussi. Alors ici, on a passé vraiment un cap avec les attaques des lieux de pouvoir. Cette tentative de putsch, vous, est-ce qu'elle vous a étonné? Non, elle était absolument prévisible. Effectivement, il y a tout ce que vous avez relevé dans les tout derniers mois, toutes dernières semaines, après la victoire de Lula, victoire in extremis, enfin je veux dire victoire avec une marge assez faible, hein, ce qui sans doute a renforcé la motivation des partisans de Bolsonaro à contester le résultat de l'élection, mais sur le temps un tout petit peu plus long, je dirais que Bolsonaro avait préparé le terrain par en haut, en quelque sorte, par toute une série de discours dès l'année dernière, en appelant ses partisans à se mobiliser dans la rue contre le tribunal suprême, mais aussi contre le résultat futur de l'élection. Hein. Il avait déjà annoncé, comme Trump l'avait fait aux États-Unis, hein, que l'élection serait truquée, que les votes électroniques seraient, voilà, on ferait en sorte de lui voler sa victoire. Il avait même prétendu que sa victoire en 2018 avait été truquée, qu'il aurait dû gagner dès le premier tour. Donc il avait vraiment préparé le terrain pour que ses partisans s'en prennent aux institutions et prennent d'assaut les institutions, évidemment sans le dire expressément, parce qu'ils prenaient le risque sinon d'être accusés de sédition, sachant que par ailleurs ça aurait été un coup d'État complètement aventureux. Hein. Je pense pas qu'il aurait pu se maintenir au pouvoir par ce type d'initiative. Il n'y a pas appelé expressément, mais une partie de ses partisans ont pris au sérieux tout un tas de clins d'œil qu'il avait lancés depuis pas mal de temps. Alors, qui sont justement ces partisans qui ont attaqué les lieux de pouvoir, de démocratie au Brésil? Quel profil ils ont? Pour l'instant, c'est encore un peu tôt sans doute pour le dire. Hein. Dans le cas états-unien, ce qui est intéressant, et je pense que c'est ce qu'on retrouve dans pas mal de pays, c'est qu'on a un espèce de mixte entre des militants d'organisations d'extrême droite, des militants réactionnaires de différents courants. On l'avait vu aussi en Italie quand des manifestants, après une manif anti-pass, avaient voulu envahir le palais où siège le gouvernement et s'étaient rabattus finalement sur le siège du principal syndicat italien, la CGIL, et avaient saccagé hein, d'ailleurs le siège de la CGIL. Mais on a un mixte entre voilà, des partisans d'extrême droite, des militants et des gens assez ordinaires qui ne sont pas membres d'organisations, assez souvent appartenant aux classes moyennes. Hein. Beaucoup s'étaient étonnés que parmi les Trumpistes qui avaient pris d'assaut le Capitole, il y avait eh bien, des entrepreneurs, des avocats, des gens plutôt des classes moyennes, là où ils attendaient sans doute, ce qui peut-être révèle beaucoup d'eux-mêmes, hein, des commentateurs, mais ils attendaient des ouvriers, des travailleurs ordinaires, ce qui n'était pas le cas. Hein, je veux dire. Donc dans le cas de Bolsonaro, on va voir, hein, mais en réalité, la base du bolsonarisme était plutôt à chercher du côté de classes moyennes, craignant une forme de promiscuité avec les classes populaires, en partie avec les minorités raciales.
Et des gens marqués très nettement par l'hostilité, une hostilité radicale à la gauche et notamment au Parti des travailleurs, qui avait mis en œuvre toute une série de mesures qui avaient hystérisé en quelque sorte une partie des classes moyennes, notamment le fait de donner des droits sociaux aux travailleurs domestiques. Qui est une assez large population au Brésil, ça avait suscité beaucoup de réactions parmi les classes moyennes qui sont séparées quand même par un gouffre au Brésil vis-à-vis des classes populaires et qui craignent en quelque sorte et la promiscuité et des formes de déclassement en quelque sorte. Alors, on l'a dit, hein, le résultat, enfin, ces attaques, c'est notamment le résultat de 4 ans de discours populistes d'extrême droite de Bolsonaro. Et on parle d'extrême droite, Benjamin Billard. Je me dis que peut-être avant de poursuivre la discussion, c'est intéressant de rappeler l'idéologie de l'extrême droite. C'est quoi l'idéologie de l'extrême droite et son rapport justement à la démocratie? Alors, vous avez tout à fait raison de souligner qu'il s'agit d'une idéologie politique, qu'on oppose parfois à un style de communication populiste. Parfois, on a tendance à assimiler trop vite ce qu'est le populisme et l'extrême droite. L'extrême droite peut être populiste, mais le populisme peut aussi être mobilisé par d'autres idéologies, notamment à l'extrême gauche, par exemple. Alors, une idéologie, c'est 3 choses. C'est une vision du monde tel qu'il est, une vision du monde tel qu'il devrait être, et un programme d'action pour passer du premier vers le deuxième monde. Appliqué à l'extrême droite, ça veut dire une vision du monde qui repose sur une vision fondamentalement inégalitaire au sein de la société, inégalité de race, inégalité d'ethnie, de civilisation, par exemple, voire créant une hiérarchie entre ces différentes races, ethnies ou civilisations. Premier critère. Deuxième critère, la vision du monde tel qu'il devrait être, qui est fondamentalement nationaliste, par essence. Je dis par là que toutes les extrêmes droites sont nationalistes. L'inverse n'est pas nécessairement vrai. Tous les nationalismes ne sont pas pour autant d'extrême droite, d'où la distinction reste opérante et importante. Ça veut dire que l'extrême droite poursuit un objectif d'homogénéité, pour reprendre les critères que j'ai mobilisés, racial, ethnique ou civilisationnel par exemple. Troisième et dernier critère qui définit ce qu'est l'idéologie d'extrême droite, c'est ce programme d'action qui va tenter de mettre en œuvre ce nationalisme racial, ethnique ou civilisationnel à travers toute une série de propositions qui peuvent être plus ou moins démocratiques. Ayant dit cela, on voit bien que l'extrême droite, c'est un concept général qui peut être opérationnalisé de différentes manières par différents acteurs. Un certain nombre d'entre eux, par exemple le Rassemblement national, par exemple le Vlaams Belang en Belgique, sont intrinsèquement démocrates ou démocratiques dans le sens où ils acceptent le jeu démocratique au sens procédural, mais n'en respectent pas nécessairement pour autant les valeurs, dans le sens où ils peuvent remettre en cause le pilier libéral de la démocratie, par exemple l'équilibre des pouvoirs. A l'inverse, on a d'autres individus, organisations ou mouvements moins structurés qui peuvent remettre beaucoup plus fondamentalement en cause la démocratie, promouvant par exemple la violence ou le renversement de l'ordre établi, par exemple à travers toute une série d'actions visant à déstabiliser les institutions, le cas extrême étant les cas de terrorisme. On a ainsi un schéma très global de ce qu'est l'extrême droite, comment elle peut se décliner de manière extrêmement large, on l'a bien compris, à travers le monde. Et donc ça veut dire qu'ici, par exemple, les violences contre les institutions démocratiques, à la fois c'est un peu dans l'ADN quand même de l'extrême droite et en même temps c'est quand même un cap supplémentaire. Alors on qualifie typiquement souvent ce type d'organisation d'extrémistes de droite pour les opposer à l'extrême droite qui est une catégorie plus englobante. Et par exemple en Belgique, la loi organique des services de renseignement et de sécurité de 1998 fait cette distinction et effectivement propose que ces services vont s'intéresser à l'extrémisme de droite et non pas, par exemple, à des organisations partisanes qui ne sont pas fondamentalement violentes. Mais effectivement, on observe toute une série d'acteurs au sein de cette galaxie, parce qu'en réalité, il s'agit d'un grand nombre d'acteurs qui gravitent les uns autour des autres et peuvent bien sûr se nourrir les uns les autres d'extrême droite, qui effectivement peuvent recourir à la violence. Et ce n'est pas un phénomène fondamentalement nouveau. On peut penser au Ku Klux Klan aux États-Unis dans la foulée de la guerre de sécession au XIXe siècle. On peut bien entendu penser aux expériences fascistes, à commencer par celle de 1922 en Italie, et puis plus récemment, par exemple en Norvège, en 2011, avec les attaques d'Anders Breivik à Oslo et à Utøya, qui avaient été particulièrement meurtrières. Alors, on va revenir avec vous, Guo Paletta, peut-être sur cette tentative donc, de putsch au Brésil, et on creusera l'organisation et la manière dont l'extrême droite se structure aujourd'hui, mais peut-être effectivement revenir sur cette tentative de putsch en faisant un parallèle avec ce qui s'est passé au Capitole il y a 2 ans. Quels sont pour vous les points communs, les similarités entre les deux tentatives de putsch?
Bon, il y en a une qui est, si vous voulez, liée au mode de politisation via les réseaux sociaux et au mode de coordination. C'est-à-dire que qui va renvoyer à une deuxième chose que j'aimerais dire, à savoir le faible sens stratégique en quelque sorte de ces insurrections, qui marquent ces insurrections. Ce sont des gens qui se politisent et qui se coordonnent via les réseaux sociaux, ce qui, à mon sens, peut donner l'illusion de pouvoir rassembler des milliers de gens très rapidement, etc. Mais sans le degré d'organisation et de coordination qui permettrait un réel coup d'État. Hein, on ne fait pas un coup d'État à quelques milliers dans un pays comme les États-Unis ou comme le Brésil, sans alliance avec des secteurs importants de l'appareil d'État, en particulier de l'armée et de la police, même s'il y a eu des complaisances manifestement dans les deux cas, hein, de certains policiers, voire de secteurs entiers de la police, qui étaient largement acquis à Bolsonaro dans le cas du Brésil. Hein. Voilà, mais donc je dirais que il y a ces deux aspects qui me semblent communs, un faible degré de coordination. Il y a le fait que ce sont des assauts armés. Hein. Je veux dire, là, on passe en termes gramsciens de la guerre de position, qui est une guerre institutionnelle ou une guerre médiatique, à une guerre de mouvement, hein, qui passe par l'assaut armé, en tout cas pour certains des manifestants. Il y a aussi des côtés communs qui peuvent prêter à sourire, ils sont presque comiques, stylistiques en quelque sorte. On se souvient d'espèce de ce chaman cornu errant dans les couloirs du Capitole. On a vu presque les mêmes images au Brésil, alors adaptées au contexte local. Alors ça peut prêter à sourire, mais en réalité, ces tentatives d'insurrection ratée, de putsch raté, ne devraient pas prêter à sourire. D'abord, il y a eu des blessés, voire des morts dans le cas du Capitole. Et puis, de mon point de vue, c'est pas le chant du cygne, quoi. Je dirais que ce sont plutôt des symptômes d'un mouvement, alors moi je le qualifie de néofasciste, hein, qui se coagule à l'échelle internationale et qui se trouve à un stade un peu infantile, hein, avec un faible sens stratégique, avec une assez faible cohérence idéologique, mais qui sera sans doute amené dans les années futures à prendre confiance, sachant qu'il faut déjà un haut niveau de confiance collective et même individuelle pour se lancer à l'assaut des institutions, ce qui déjà devrait devrait nous inciter à prendre ces choses-là avec sérieux et donc pas simplement de rire, comme on l'a fait un peu en Europe au moment du Capitole, des aspects les plus comiques en quelque sorte de ce putsch desperado, quoi. Vous avez utilisé le terme néofasciste. Alors c'est vrai que c'est quand même un terme fort. Pourquoi est-ce que vous estimez que cette attaque, par exemple, au Brésil et celle du Capitole, notamment, sont des signes d'un mouvement néofasciste mondial, une nouvelle internationale fasciste, pour reprendre le titre de votre livre? Alors d'abord, je ne suis pas le seul, hein. Je me réfère notamment à l'historien états-unien Robert Paxton, qui pendant assez longtemps, c'est un éminent historien du fascisme, un historique du fascisme de l'entre-deux-guerres, qui pendant longtemps considérait que le Trumpisme ne pouvait pas être caractérisé comme fasciste, et j'étais assez d'accord avec lui, et qui estimait, après l'attaque du Capitole, qu'il y avait bien des traits qui, dans la situation, faisaient que le Trumpisme pouvait apparaître comme une sorte d'équivalent fonctionnel, dans notre époque, de ce qu'avait pu être le fascisme historique. Alors évidemment avec des différences importantes, notamment les formes que prennent la violence ne sont pas tout à fait les mêmes, ne sont clairement pas les mêmes, hein. On n'a pas des centaines de milliers de gens défilant ou des dizaines de milliers de gens défilant dans la rue avec des chemises d'une même couleur, au pas de loi, etc. Sans doute qu'on ne verra pas ce genre de choses prochainement, quoique, hein, on ne sait jamais. Hein. C'est-à-dire des milices de masse qui harcèlent, qui intimident, qui tuent à une échelle très importante. Mais on voit effectivement alors soit des tueurs isolés, des terroristes isolés, mais qui en fait ont des liens en général avec les mouvances d'extrême droite. Je vais prendre deux exemples. Breivik, vous en avez parlé, en Norvège, il avait été pendant 7 ans membre du Parti du Progrès, qui est la principale organisation d'extrême droite norvégienne. Brandon Tarrant en Nouvelle-Zélande avait des liens avec la mouvance identitaire en Europe, des liens qui peuvent être des liens d'imitation ou des liens organisés comme dans le cas de Breivik. Voilà, donc je dirais que le fait que les groupes fascistes les plus constitués trouvent un lien
et arrive à se joindre avec des gens plus ordinaires qui ne sont pas des militants, comme ça a été le cas donc, dans l'attaque du Capitole et au Brésil, et par ailleurs aussi en Allemagne, en Italie, dans le cadre d'assauts visant les institutions, est le symptôme de quelque chose qui se coagule, qui se cristallise. Et à mon sens, ce qui se cristallise, c'est pas simplement des mouvements effectivement populistes. Le populisme est essentiellement un style. Ce ne sont pas simplement des mouvements nationalistes, ce sont des mouvements qui ont en leur cœur un nationalisme d'un genre tout à fait particulier qui me semble relever du fascisme, c'est-à-dire un nationalisme de purification qui considère que la renaissance de la nation et même de la civilisation en général occidentale suppose une opération de purification, de d'épuration qui souvent prend des traits ethno-racial et politique. Il faut purger la nation des ennemis et des traîtres, c'est-à-dire les minorités, les étrangers, mais aussi la gauche qui est complice de l'invasion migratoire, du mondialisme, etc., etc. Alors, j'ai envie de vous faire réagir, Benjamin Billard. Est-ce que, oui, pour vous aussi, cette extrême droite, elle se structure vraiment au niveau mondial, au niveau européen, parce que je citais en introduction ce cas en Allemagne où en décembre, on a eu aussi un groupuscule violent d'extrémistes de droite qui voulait monter un coup d'État. Donc, ce groupuscule qui a été arrêté. Mais donc, est-ce que vous voyez là des signes aussi de cette extrême droite qui se structure au niveau mondial? Alors, je pense qu'il y a deux choses à distinguer. Effectivement, il y a ce cas allemand des Reichsbürger, les citoyens du Reich, qui s'est développé, qui n'est d'ailleurs pas nouveau, qui ne rassemble pas que des personnes partageant une idéologie d'extrême droite. On est face à un mouvement beaucoup plus hétéroclite d'une certaine manière. Si on veut, on a aussi un mouvement tel que celui-là aux États-Unis, sans nécessairement qu'il y ait des liens entre eux, c'est-à-dire finalement des personnes qui n'acceptent pas l'autorité et la légitimité de l'État et qui entendent éventuellement le remettre en cause. Voilà, effectivement, on trouve une diversité de profils sans nécessairement qu'il y ait de liens entre eux. Pour ce qui concerne les terroristes, aujourd'hui, on voit bien qu'en Europe particulièrement, mais également en Amérique du Nord, le scénario numéro 1 relevé classiquement pour ce qui concerne la menace d'extrême droite, c'est celle d'un individu isolé qui va passer à l'action. Brenton Tarrant, que l'on a évoqué par exemple, ou Anders Breivik, qui n'était plus membre du Parti du Progrès. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont complètement isolés philosophiquement ou libres de toute influence. Effectivement, il y a une influence extrêmement forte qui se structure et qui est structurante. C'est en ce sens que j'amènerai effectivement de la nuance à cette réponse à travers principalement la fachosphère, c'est-à-dire les réseaux sociaux les plus classiques, également les forums en ligne, notamment suprémacistes blancs. Brenton Tarrant en Nouvelle-Zélande, lorsqu'il commet son attentat en 2019, annonce sur ce type de plateforme qu'il va passer à l'acte et lorsqu'il commet cette tuerie de masse, publie en direct la vidéo de ses actions. Ce qui va avoir pour effet effectivement, et là je rejoins tout à fait ce qui a été dit en ce sens, de pouvoir inciter d'autres, y compris en Europe, y compris en Belgique d'ailleurs, d'éventuellement, à tout le moins féliciter parfois ce qui s'est produit, voire de vouloir reproduire ce qui s'est passé. Et donc on voit effectivement qu'il y a une certaine forme de structuration à travers principalement le web en la matière. Si on parle des partis politiques, peut-être moins directement violents, moins antidémocratiques, comme je le disais, sur le fond et d'un point de vue procédural, on voit qu'il y a des efforts beaucoup plus poussés encore visant à une structuration importante. Un seul exemple peut-être, c'est celui du niveau européen, à travers la volonté de constituer des groupes politiques au niveau du Parlement européen, mais également, on se souvient des efforts entrepris par Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump, à partir de 2017, pour créer un mouvement rassemblant les extrêmes droites. Alors lui nous dira les forces patriotiques ou nationalistes européennes. Dans la perspective des élections de 2019, c'est ce qu'il avait qualifié de movement. The movement, qui avait d'ailleurs été incarné en Belgique par la personnalité de Michael Modric-Amen, alors leader du Parti populaire. Et donc on voit qu'au niveau des partis politiques, il y a davantage de volonté de se structurer. Enfin, un dernier élément, et très brièvement, on a certaines organisations qui ont tendance à se développer de manière transnationale, ou qui ont d'abord une structuration à un seul niveau, au niveau national. Par exemple, les soldats d'Odin, dans la foulée de la crise des réfugiés syriens dans les pays scandinaves il y a quelques années, et puis qui vont avoir des ramifications à d'autres niveaux. Et ces soldats d'Odin que je viens de prendre pour exemple se sont aussi développés, par exemple, en Belgique, notamment en Flandre, mais pas seulement. Et donc on voit comment cette structuration peut également avoir lieu. Donc il y a un peu de nuance à amener par rapport à cette
question de structuration, mais il est sûr que le web, en tout cas, permet de créer du lien, je dirais, entre ces différents individus, ces différents mouvements ou ces différentes structures. Oui, et de développer, et de faire en sorte que ces théories conspirationnistes, notamment, se propagent très largement. Alors, vous avez parlé du lien entre ces groupes violents et les partis d'extrême droite qui, comme vous le dites, jouent le jeu de la démocratie, en tout cas en se présentant aux élections. Donc ils s'alimentent l'un l'autre, mais est-ce qu'il y a des liens formels? On voit par exemple dans le cas de Bolsonaro que à la fois il n'a pas totalement condamné les attaques, il a juste condamné les dégâts causés par les attaques. Donc ils s'en distancient, mais pas totalement. Donc ils s'alimentent quand même l'un l'autre, mais pour vous c'est deux choses distinctes. Alors je pense qu'il faut distinguer les cas, les contextes qui peuvent être très variables. Le cas brésilien, le cas de Donald Trump également. On se souvient de ces relations peu assumées avec les Proud Boys, notamment par rapport à ces événements du Capitole. En Europe, en tout cas, ce qu'on peut observer, c'est que généralement, les liens sont moins évidents. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas? Je n'irai pas jusque-là. Il y a toujours ce jeu d'influence qui peut exister, mais ces liens sont moins évidents, notamment parce qu'on fait face à des partis qui entreprennent des stratégies. On les qualifie parfois de dédiabolisation, de normalisation, de respectabilisation également, et que ces liens peuvent nuire directement à leur développement électoral. On a parlé du cas norvégien de 2011 d'Anders Breivik. Eh bien, dans la foulée, le Parti du progrès norvégien a dû reléguer la question migratoire et sécuritaire, ce qui constitue son core business, le fond de son programme électoral, dans un deuxième, voire un troisième plan, n'a pas pu mener sa campagne de 2013, 2 ans plus tard, sur cette base-là, notamment de crainte d'être assimilé trop rapidement à ces actions commises effectivement par cet ancien membre du parti, Anders Breivik. On voit que ça a pu, d'ailleurs en 2013, contribuer à un affaiblissement électoral du parti du progrès. On pourrait reprendre la même analyse pour l'AfD en Allemagne, dans la foulée d'attentats qui ont eu lieu sur une motivation terroriste et d'extrême droite ces dernières années au sein de ce territoire national également. Et donc on voit que ces actions peuvent avoir pour effet d'impacter négativement la destinée électorale de ces formations et notamment leur stratégie de dédiabolisation. Et donc il y a une volonté effectivement parfois de prendre une certaine distance néanmoins parfois pas facile à créer. On le voit en Belgique avec le cas de Dries Van Langenhove du mouvement Skild en Vriend qui aujourd'hui siège au sein du groupe politique Vlaams Belang au sein de la Chambre des représentants après avoir candidaté sur une liste Vlaams Belang. Et donc on voit que ces liens sont assez flous mais néanmoins peuvent comporter des impacts négatifs pour les partis qui défendent la même idéologie. Hugo Paletta, peut-être en cas justement sur la France, on sait que les liens, par exemple, entre le Rassemblement national de Marine Le Pen et Génération Identitaire, par exemple, donc, qui a été dissous, mais on sait que les liens étaient à la fois, ils étaient là et en même temps pas assumés. Oui, ces liens sont existants mais déniés, évidemment, parce que la violence politique apparaît comme absolument illégitime dans notre époque, hein, ce qu'elle l'était moins, sans doute, dans l'entre-deux-guerres, pour des tas de raisons. Et donc, effectivement, ces partis veulent accéder au pouvoir, et le fait d'être ramenés à la violence, hein, ce qui n'est pas très loin dans l'histoire du RN, hein, des colleurs d'affiches du RN à Marseille avaient tué un jeune de 17 ans en 1995. Hein, donc bon, dans les 2 dernières décennies, le mouvement identitaire a effectivement fourni des cadres, des jeunes cadres au RN qui en manquent. Par exemple, un des grands fondateurs du bloc identitaire à l'époque, au début des années 2000, Philippe Vardon, avait été un responsable de la communication du RN dans les années 2010. Notamment sur les dernières élections européennes, il avait été candidat du RN dans une ville comme Nice, qui n'est pas une petite ville. Et puis, à un niveau moins visible, vous avez tout un tas de jeunes militants identitaires qui ont été recrutés comme assistants parlementaires, précisément parce que le RN, depuis très longtemps, depuis 20 à 25 ans, manque de jeunes cadres. Et donc, la mouvance identitaire lui en a fourni. Je dirais que, par ailleurs, il y a ce qui les unit, c'est quand même un projet qui est assez commun. Ils s'en distinguent par des aspects stratégiques, les uns usant davantage de la rue, mais pas seulement. Les identitaires sont aussi une sorte d'agence de com', hein. Beaucoup d'initiatives qui apparaissent comme des happenings visant à dénoncer la présence migratoire, musulmane, etc. Bon. Mais ils ont un projet qui est commun, c'est de vider de leur substance les grandes valeurs dans lesquelles se retrouve quand même la majorité de la population autour de la liberté, d'égalité, etc. Donc, en particulier les valeurs d'égalité, hein, qui sont les plus
ciblés par l'extrême droite. Simplement, l'extrême droite institutionnelle, genre le RN, veut mettre en œuvre ce projet par le biais des institutions, par la conquête des institutions, par la voie légale, mais son projet reste identique. Hein. C'est la préférence nationale rebaptisée priorité nationale, ce qui est une forme d'institutionnalisation de discrimination visant les étrangers, les binationaux et les minorités. Voilà, le problème qu'ils ont, c'est et que nous avons d'une certaine manière, c'est que beaucoup de militants d'extrême droite estiment que ça ne va pas assez vite et donc il faut accélérer le processus, d'où la philosophie accélérationniste. Il faut accélérer notamment la guerre civile ou la guerre raciale qui, de leur point de vue, du point de vue de ces mouvances les plus radicales à l'extrême droite, est en cours. Hein. Ils imaginent qu'il y a une guerre raciale sur le sol européen, aux États-Unis ou ailleurs, et qu'il faut y participer. Que les partis de l'extrême droite institutionnelle sont trop plan-plan et ne parviendront pas au pouvoir. Hein. Brenton Tarrant a commis son attentat parce qu'il estimait, il le dit dans son manifeste en tout cas, que la défaite de Marine Le Pen en 2017 était la preuve qu'on ne pourrait pas changer les choses par les institutions. Ce qui dément en partie, je crois, et je crois que les dernières années l'ont démenti, la théorie de l'absorption selon laquelle plus il y a des grands partis d'extrême droite forts électoralement et plus ça absorbe les militants les plus radicaux. Moi, j'ai quand même l'impression qu'au cours des dernières années, on a assisté à la fois à la progression des grands partis d'extrême droite sur la scène électorale et à la montée d'actes violents, d'attentats terroristes d'extrême droite dans le même temps, quoi, qui se renforcent effectivement l'un l'autre. Oui, d'ailleurs, en Belgique, le rapport de la Sûreté de l'État qui vient de sortir estime que la menace terroriste d'extrême droite est l'une des plus présentes aujourd'hui en Belgique. Alors, il nous reste vraiment 2 minutes. Alors, je vais vous donner la parole à chacun. Alors, on va commencer avec vous, Hugo Paletta, et on viendra avec vous, Benjamin Biard. Alors, chacun en 1 minute. Je sais que c'est compliqué, mais quel serait pour vous le moyen de lutter? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour lutter contre ces mouvements? Sur le temps long, enfin sur le moyen et long terme, je crois qu'il n'y aura pas de régression de l'extrême droite s'il n'y a pas une sorte de redémocratisation des sociétés contemporaines, hein, au sens où les populations doivent en quelque sorte reprendre la main, et je crois que les extrêmes droites se construisent sur la crise de la démocratie, mais aussi sur la crise sociale, économique, donc sans alternative politique, bâtie par les mouvements sociaux, les mouvements d'émancipation, etc. Je ne vois pas comment on pourra faire régresser des mouvements qui se nourrissent de la montée des précarités, la montée des concurrences sur le marché du travail, sur la scène territoriale, et de la montée des craintes de déclassement. Hein. Donc, à mon avis, effectivement, on peut toujours imaginer des solutions purement policières et judiciaires. Je crois qu'à long terme, c'est pas ça qui fera régresser l'extrême droite, c'est la construction de sociétés où les grands mots de la démocratie, liberté, égalité, fraternité ne sont pas des mots vides. Benjamin Biard, peut-être en quelques secondes. Je pense que personne ne peut avoir la prétention de vouloir seul lutter contre l'extrême droite. Il y a différents types d'acteurs, politiques, judiciaires, les acteurs de services de renseignement et de sécurité qu'on a déjà cités également, la société civile qui est extrêmement importante, les acteurs journalistiques et médiatiques. Pensons en Belgique à la question du cordon sanitaire médiatique. Mais au-delà, peut-être, sous l'angle médiatique, il y a la question des réseaux sociaux qu'on a brièvement évoqué tout à l'heure. C'est un formidable outil finalement qui permet à l'extrême droite de diffuser, de recruter d'abord, de diffuser ses idées, de diffuser ses propres informations, mais aussi sa désinformation, ses fake news, c'est-à-dire de pouvoir, d'une certaine manière, créer, d'une certaine manière, une communauté d'extrême droite qui peut effectivement mener à un accroissement électoral de certaines formations politiques, mais également passer à certaines actions éventuellement violentes, des cas extrêmes étant terroristes. Et d'autres diront qu'avoir une classe politique exemplaire, intègre, honnête, ça peut être une piste aussi. Et je pense que dans le contexte actuel, c'est important de le rappeler. Merci vraiment à tous les deux. Et je rappelle donc le livre « La nouvelle internationale fasciste » de Hugo Paletta. Voilà, à lire pour creuser cette question. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle journée à tous.